Bon, alors, on en est toujours à cette fin du XVIIe siècle, si vous voulez, qu'on va terminer, je pense, enfin on va essayer toujours. Et donc on avait vu à peu près les problèmes municipaux et on en était donc au grand 2, la démographie, l'économie. Alors, vous vous rappelez que il y a à Tarbes des élections, mais évidemment ce n'est pas une démocratie, hein, bien entendu. Hein. On avait vu les nouvelles recettes, en particulier les octrois, vous vous rappelez? Oui, les octrois, oui. Donc on a affaire à une oligarchie, c'est-à-dire le gouvernement d'un petit nombre finalement. Hein. Et puis progressivement, au fur et à mesure du déroulement du siècle, et surtout à partir, vous le voyez là, de 1666, c'est le pouvoir royal qui dirige la ville de Tarbes, ni plus ni moins. Même si on a gardé un semblant d'élection, les consuls ne sont plus autonomes et par conséquent c'est le gouvernement qui, enfin c'est l'administration royale qui dirige la ville, quoi, en somme. Alors, je ne sais pas si... Non, on n'a pas eu le temps de voir ça, hein, peut-être. Donc, grosso modo, la ville de Tarbes a une population de 2500 à 3000 en temps normal. Sauf qu'en période de forte crise, vous voyez, après 1654, là, vous tombez là à 1500. Même si ce sont des estimations, attention, hein, on n'a pas de recensement, hein, ce sont des estimations qu'on faisait quand on nommait un nouvel évêque. C'est pour ça qu'il est question d'archives du Vatican. Voyez, et de 3000 à 1648, on passe donc à 1500, et puis ça remonte à 1692 à 2500. Malheureusement, en 1692-94, il y a une nouvelle et très grave crise, crise climatique, crise de subsistance. Hein. Alors après, le seul recensement qu'on ait, c'est la capitation, parce que Louis XIV, n'est-ce pas, a besoin d'argent, comme tous les rois d'ailleurs qui se sont succédés, mais particulièrement parce qu'il est continuellement en guerre et que la guerre ça coûte cher, et Versailles ça coûte cher, et les fêtes innombrables qu'il organise, etc. Hein. Donc là, il crée un nouvel impôt qui s'appelle la capitation. C'est un impôt par tête. Capitation, cap, tête. Vous voyez, c'est un impôt par tête qui désigne, alors ça touche les chefs de famille uniquement, hein, et donc là il y a 667 chefs de famille à Tarbes à la première capitation en 1695, ce qui correspond grosso modo à 3000 habitants. Voilà où nous en sommes là. Après vous avez un certain abbé Expilly, qui a publié ce qu'il a appelé, je crois, une géographie de la France ou quelque chose comme ça. Et lui, il a comme source les baptêmes. Parce qu'à Tarbes, par exemple, on a bien gardé tous les baptêmes qui se sont déroulés à la cathédrale. Parce que tous les baptêmes ont lieu à la cathédrale. Alors, les registres ont été conservés et par conséquent, on sait le nombre de baptêmes. Et d'après le nombre de baptêmes, il a estimé la population, vous voyez. Alors, 2400, 2800, 3100, 2600. Vous voyez, entre 2500 et 3000, à quelques nuances près, sauf en temps de crise grave. Hein. Alors, il n'y aura les premiers recensements, si vous voulez, que pratiquement sous l'Empire, avec Napoléon. Hein. Et encore.
plutôt même un peu plus tard. Par contre, alors la ville de Tarbes n'a pas les moyens, évidemment, de construire un nouveau pont en pierre, parce que chaque année il y a des crues à la Dour, chaque année il faut réparer le pont. Plus ou moins, mais c'est un pont en bois, par conséquent, il faut réparer le pont, il faut aller réparer la digue qui permet à l'eau de rentrer dans les canaux, voyez, qui se trouve au niveau du village de la Loubert, à peu près par là, hein, la prise d'eau. Et ça coûte finalement assez cher, mais évidemment, il n'y a aucun travaux d'envergure qui ne peut être fait. La ville n'a pas les moyens. C'est un peu comme la halle, hein. On en a déjà parlé. Pas de halle en dur parce qu'on n'a pas les moyens de la construire, hein. Donc on se contente de faire un petit truc, une bricole si vous voulez. On a le mur de fortification du Marcadieu et on construit en appentis là une toiture qui repose sur des piliers, et là les paysans peuvent s'installer à l'abri, voyez. Mais ça ne vaut pas une halle, bien sûr, hein. Donc, première chose, la ville n'a pas les moyens. Par contre, curieusement, il va y avoir quand même pas mal de choses qui sont construites par l'Église. Et en premier, vous voyez, la création d'un enseignement féminin, c'était les Ursulines. Alors, où étaient les Ursulines? Vous savez que la rue anciennement des Archives, on va dire maintenant, la rue des Archives, c'est la rue des Ursulines. Donc, elles étaient là, mais elles n'existent plus, bien sûr, hein. Ça, c'est ce qui a remplacé les Ursulines, c'est ce qui s'appelait la caserne d'Ambarère. Alors on a transformé donc les anciens bâtiments. Je ne sais pas ce qu'on a gardé ou ce qu'on a démoli. Je ne crois pas qu'on le sache d'ailleurs, et on n'a pas de documents, enfin à ma connaissance, hein. Vous voyez que ça a été transformé en caserne quand même, hein. Il y a une guérite pour la sentinelle. Puis on y a même installé les haras au tout début, enfin bon, ça a bougé tout ça, hein. Donc voilà les Ursulines, et puis c'est remplacé par la cité Rothschild actuellement, créée en 1905, si je ne me trompe pas, hein. Et puis, une nouvelle construction, ça va être l'hôpital des pauvres enfermés, ou hôpital de la Clôture. On y reviendra après, c'est pour ça que je n'insiste pas, hein. Là, c'est juste pour vous parler donc de ces initiatives qui sont dues à l'Église. Alors, l'hôpital des pauvres enfermés, c'est à cheval sur la fin du XVIIe siècle, le début XVIIIe. Alors on a même un plan du XVIIIe siècle qui vous montre la rue Lorda actuelle. Il n'y a pas une seule maison, hein, sauf ça, sauf celle-là. Donc depuis quasiment les abords de la cathédrale jusqu'à l'hôpital des pauvres enfermés, l'hôpital de la Clôture au fond, il n'y avait aucune maison là, vous voyez. Alors ça vous donne, si vous le regardez de près, il y a de belles choses quand même, une belle grille, un clocher un peu original. Il y a une très belle chapelle aussi. Malheureusement, elle est toujours fermée à clé. Il y a une époque où je la faisais visiter, mais c'est compliqué, il faut aller chercher la clé, il faut... Bon. Voilà, vous avez... Donc, on l'appelle toujours, vous voyez, l'hôpital après. C'est plus l'hôpital des pauvres enfermés depuis longtemps à ce moment-là, c'est une carte postale, mais enfin...
on l'appelle l'hôpital de la clôture quand même, ou l'hôpital des pauvres enfermés. Et puis, on construit un séminaire, et qui existe toujours. Mais je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder l'intérieur de la cour. Ça vous dit rien? Voilà le portail qui est dans une petite rue dont j'ai oublié le nom là maintenant. C'est la rue qui prolonge la rue des Ursulines là, qui traverse. Et par contre, pardon, aujourd'hui c'est propriété du Conseil général. Ça avait été l'hôtel des services militaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est la rue Brusseau-Grillet. Voilà. Bien, merci. Mais elle s'appellerait Fauche ou Joffre, on le saurait, mais là... Bon, ensuite, dans les bâtiments existants, il y a quand même... si vous vous rappelez, on en a déjà dit un mot à propos des tremblements de terre. Hein. Les Capucins de Médouce s'installent à Tarbes. Vous savez où est-ce qu'on a l'immeuble qui s'appelle les Capucins, hein? C'est au Coréfi? Oui, au Coréfi, pas loin du passage sous l'immeuble, là. Vous voyez? Alors c'était hors ville, et j'ai quelque part un plan, mais je ne l'ai pas retrouvé. Désolé. Le problème c'est parfois ça, hein. L'abondance de biens peut nuire quelquefois. Elle a été démolie cette maison. Laquelle? Ah oui, oui, oh, il y a bien longtemps qu'on n'a plus rien là. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il faut voir les effets de la Révolution après. Tout ça, ce sont des biens nationaux qui vont être vendus, mais qu'on aura peut-être l'occasion de voir l'année prochaine, si vous êtes là. Et moi aussi. Oh, mais elle a résisté à la Révolution, ça a été démoli il y a quoi, 30 ou 40 ans, pas plus, hein? Oui, oui, non, mais il y avait de vieilles maisons, effectivement, oui. Mais je parle du couvent lui-même, moi. Oui, ouais. Bon, donc, vous avez l'installation des Capucins à Tarbes, exactement après le tremblement de terre de 1661, là, hein. C'est d'ailleurs financé par un riche Tarbais qui a versé une somme conséquente pour qu'il s'installe là et pour construire les bâtiments, etc. Alors, autre construction, ou du moins au départ ce n'est pas des constructions, c'est la ville qui achète des maisons destinées au collège. Alors ce collège, on va en parler un peu après, hein, aussi. Donc vous avez autre construction, le collège, mais c'est en partie une initiative de l'Église, puisque les personnes qui dirigent le collège, qui le gèrent en tous les cas, c'est l'évêque, c'est le chapitre, les chanoines du chapitre, et c'est les consuls. Alors, il ne faut jamais faire quelque chose comme ça, parce qu'ils ne font que se heurter, se déchirer, entrer en procès, aussi bien. Alors, le pauvre collège, il va végéter pendant longtemps, hein, jusqu'à ce qu'on fasse appel à un ordre religieux, les doctrinaires de Toulouse. Voilà. À Auch, par exemple, c'était pas les mêmes. À Pau non plus, d'ailleurs. Hein. Donc, ils ont choisi cela. Et ils étaient... Pardon? Oui, oui, bah, il reste les deux bâtiments, là. Ils sont
Oui, mais ça c'est quand même une carte postale, donc c'est tardif. Hein. C'est dommage que ce ne soit pas daté. Vous savez, entre la fin 19e et le début 20e, hein, c'est pas... Elle ne doit pas être trop récente, non. Non, c'est pas récent. Ça existe plus. Et là, cette belle grille, où est-ce que vous l'avez? Voilà, c'est la préfecture, c'est-à-dire le palais de l'évêque. Et alors, c'est là qu'on construit une aile nouvelle. Vous voyez, quand vous entrez par la grille, c'est l'aile qui se trouve à gauche, là. Et c'est elle, d'ailleurs, où il y a l'entrée, le sas d'entrée, là. Hein. Et cette aile nouvelle, elle est construite dans le style du château lui-même. Hein. Donc c'est pour ça que ça ne choque pas. D'ailleurs, ces jardins sont aménagés à ce moment-là aussi. Donc vous voyez que l'église, elle est à l'initiative partout. C'est elle qui est à l'origine de toutes les transformations de Tarbes à cette époque-là. Parce que la municipalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle plante des ormeaux, ici ou là, dans certaines régions, dans certaines zones, je veux dire. Par exemple, à la place Beaubourguet, on plante des ormeaux. Donc l'initiative est à l'église. Et à la cathédrale aussi, c'est à cette époque-là, fin XVIIe siècle, qu'on installe l'orgue. Donc on aménage l'intérieur aussi, vous voyez. Et il y a des réfections aussi aux autres églises, Saint-Jean, Saint-Martin. Donc voilà le résumé de ce qu'on a dit. Hein. Oui, ils ont pavé quand même la rue Longue, les consuls. Ils ont réussi à paver la rue Longue. Alors, la rue Longue, c'est la rue qui passe devant le lycée et qui rejoint la place de Verdun. D'ailleurs, le bourg s'appelait Carrère-Longue. Mais à partir de cette époque-là, on ne parle plus de Carrère-Longue, c'est toujours la rue Longue maintenant. Donc voilà le résumé, les Ursulines à 1636, vous voyez que c'est tôt dans le siècle, les Capucins 1661, le collège en 1670, à partir de là, ça va bien marcher parce qu'il y a une dizaine de moines, de doctrinaires si vous voulez, qui sont des moines chargés de l'enseignement. Hein. Donc les doctrinaires vont bien gérer le lycée, contrairement à ce qui se passait avant. Hein. Et parce que le collège avait été installé dès la fin du siècle précédent. Vous voyez, dès la deuxième moitié du XVIe siècle, mais les guerres de religion l'avaient fait disparaître, quoi. Le nouveau séminaire, on a eu beaucoup de mal à le financer. Il faudra attendre 1713, mais les travaux ont pratiquement commencé fin XVIIe, vous voyez. Et alors ce qu'on appelle actuellement le séminaire, enfin l'ancien séminaire, ça date de quand, 1800? Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Jean Dupuy. Non, avant Jean Dupuy. Oui, oui, oui. Donc celui-là, il a duré, il est toujours en place, le nouveau séminaire à cette époque-là. Hein. Et même, il y a même un enseignant, un doctrinaire qui est chargé de l'enseignement des séminaristes. Vous voyez, qui est chargé de l'enseignement de la religion, mais à un niveau supérieur, disons.
Alors, restauration du château épiscopal. Embellissement de la cathédrale, travaux de réfection à Saint-Jean, au Carme, au Cordelier, les deux monastères les plus vieux là. Hein. Alors, si l'on parle des bourgs tarbés à cette époque-là, eh bien, le cœur de la ville stagne. Vous voyez, le Bourg-Vieux, le Bourg-Neuf, la Cède, la rue Longue. Et il y a 22%, c'est-à-dire un peu plus de 1/5 des propriétaires, 1 sur 5 environ, et ils paient un bon tiers de la taille. Donc ça veut dire que ce sont les riches, tout simplement. Hein. Alors, dans la rue Longue, il y a l'artisanat et l'activité essentielle, quelques marchands, mais c'est exactement comme au Moyen-Âge, si vous voulez, cette spécialisation. Hein. Par contre, la population de la Cède commence à se diversifier. Ce n'est plus uniquement le quartier des ecclésiastiques, si vous voulez. Le Maubourguais se vide, mais c'est normal, parce que les maisons qui restent dans le Maubourguais, elles sont en périphérie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, par contre, les faubourgs en expansion, c'est d'abord tout le portail d'avant, c'est-à-dire le quartier proche du marché. Et s'il y a plus 34%, plus un tiers de propriétaires, c'est dû évidemment aux activités d'échange, les marchés, les foires surtout. Les marchés de quinzaine, les grands marchés, et puis les 2 foires annuelles. Où là, il y a des voitures hippomobiles partout, on trouve des paysans dans toutes les rues, enfin bon. Donc ça paraît un peu normal, c'est lié à l'essor des échanges, si vous voulez. Tandis que Martiac au nord-ouest et Mateloux au sud-ouest sont 2 faubourgs essentiellement agricoles. Et pourtant, ils voient le nombre de propriétaires augmenter d'1 quart. Vous voyez? Entre 1645 et 1699. Donc ces quartiers agricoles sont relativement prospères. Parce que on a beau avoir une ville, il y a beaucoup d'activités agricoles, pas seulement au marché. Alors je vous ai remis le plan de 1749, qui est le plus vieux plan de Tarbes qu'on ait conservé. Alors méfiez-vous des couleurs, du bleu notamment, hein, parce que ça a été repassé par un architecte, parce que tout simplement ça ne se voyait pas. Hein. Les canaux étaient d'un vert très pâle, plutôt vert, hein, vous voyez, l'eau plutôt verte, et ça ne se voyait pas. Donc elle a repassé tous les canaux, c'est pour plus de lisibilité, c'est tout. Hein. Donc vous avez là la cathédrale. Vous la voyez? Ici, le cloître de la cathédrale, un carré. Hein. Là, les Ursulines, avec la chapelle qui devait se trouver par là. Et d'ailleurs, Roland Coquerel avait vu la crypte qui était pleine de squelettes, et qui doit y être encore. Sous les constructions modernes, hein, bien sûr. Alors, les Ursulines là, le séminaire, après la petite rue est là, vous voyez, la petite rue, ça doit être ça, dans le prolongement des Ursulines, et le séminaire, ça doit être ce grand bâtiment là, avec une cour, une grande cour.
Ah oui, mais ça a été... Ah oui, d'accord, je vois. C'est le plan de 1749, 18e, milieu 18e. Ça a eu le temps de changer depuis. Ça aboutit à la promenade du Prado. Oui, ça aboutit à la promenade du Prado de l'autre côté. Mais vous savez que le Conseil général l'a intégré, ils ont fait des travaux, je ne sais pas lesquels, mais enfin, ça a coûté fort cher, bien sûr. Mais c'est normal, hein. Bon, par contre, je ne sais pas si vous voyez les Capucins. Alors les Capucins, c'est ce grand bâtiment ici, tout ça. Vous voyez, là il y avait le canal qui passait. Ici vous avez actuellement l'immeuble sous lequel on passe, là. Voilà. Et là, les Capucins, c'est tout ce grand pan de terrain, là. Hein. Et puis tout le terrain qui était derrière, qui était à eux. Hein. Vous voyez. Et depuis quand on a un S à Tarbes? Pardon? Ah, ça ne doit pas vous choquer, oui. C'est une acquisition de la fin du 18e ou du début du 19e, quelque chose comme ça. L'installation de la poste, de la poste aux lettres, comme on disait à l'époque, ça va simplifier les choses, si vous voulez. C'est-à-dire, on va inventer des orthographes un peu différentes, Lourdes avec un S, Tarbes avec un S, Bagnères avec un S, vous voyez. On a mis un S majuscule, enfin un S comment dirais-je, pour renforcer la puissance de la ville, si vous voulez, si on peut s'exprimer comme ça, de manière trop simple sans doute, hein. Mais c'est comme ça, c'est venu comme ça, hein. Et c'est général. Hein. Oui, alors vous avez par exemple à cette époque-là, la poste aux lettres, et il a fallu faire la différence entre des noms qui se ressemblaient. Bête-pouille. Ah oui. Bête-pouille. Eh bien, à l'époque, vous pouviez trouver bête-pouille ou bête-pouille dans les deux cas, hein, parce que c'est exactement la même chose. Simplement, on a fixé l'orthographe à ce moment-là. Dans le prix du Magnoac, là, ça s'appelle bête-pouille, et canton de Luce, bête-pouille. Vous voyez, c'est comme ça. Mais quelquefois, ça a donné des noms catastrophiques. Hein. Loup, Castéra. Castéra-loup. Ce qui ne veut rien dire. Hein. Bon, enfin, c'était un aparté. Alors, l'économie tarbaise, c'est surtout l'artisanat. Il n'y a pas de grande manufacture. Mais je vous ai signalé quand même que l'énergie de la vue tarbaise, si vous voulez, alors c'est un voyageur qui est venu dans la région au milieu du XVIIe siècle, qui décrit un paysage charmant et délicieux au dernier point, rempli de millet et de forces vignes, vergers, lesquels sont entourés de haies fort épaisses qui sont tenues en belle disposition, ni plus ni moins que des palissades. Cela est cause que nous imaginons être dans des jardins continuels. Voilà. Alors, ça ne doit pas tellement vous étonner parce que il y a beaucoup de vignes. Et même en 1749, avec le plan de Tarbes, il y a aussi le plan des terrains environnants, puisque le plan a été fait pour construire la route. Hein. Par conséquent, on voit très bien, parce que c'est indiqué, on voit très bien que les vignes sont extrêmement nombreuses. Et les vergers aussi, mais n'oubliez pas, on en reparlera, que vignes et vergers sont souvent mêlés. C'est-à-dire qu'on a des vignes hautes, souvent, qui s'accrochent aux arbres.
C'est un pays de vignes hautes. Il faut donc ou des échalas ou carrément des arbres comme tuteurs. Et voilà, et la grande richesse autour de Tarbes, évidemment, et à Tarbes même éventuellement, hein, ce sont les prairies, parce qu'elles sont irriguées. Les canaux amènent l'eau pour l'irrigation, et évidemment, c'est quelque chose qui est très important, parce que ça permet un élevage plus intensif qu'ailleurs, et par conséquent, le cheptel est relativement nombreux, à tel point qu'il y a des gardiens de troupeaux communs. Plusieurs propriétaires de Tarbes ont le même gardien de troupeau en commun. Bon, c'est un peu ce que je vous ai dit là. Hein. On trouve aussi à Tarbes des tisserands, un embryon d'industrie textile. D'ailleurs, les pauvres enfermés à l'hôpital de la Clôture, on les fait travailler. Quel que soit ce qu'ils savent faire ou pas faire, on les met dans une manufacture de textile, mais qui n'aura pas un grand avenir, si vous voulez. Ensuite, tous ces métiers, comme c'est le cas en France, hein, tous ces métiers ont tendance à adopter des mesures protectrices pour limiter les accès à la maîtrise. Et par exemple, on a quelques exemples là. Hein. Pour certains, par exemple, le plus courant, c'est 3 ans d'apprentissage pour un apprenti donc qui démarre, puis 5 ans de pratique de métier, une inspection dans le métier par 3 professionnels qui dure 2 jours, et ensuite création de 2 chefs-d'œuvre avant de devenir maître artisan. Donc vous voyez, c'est quand même compliqué, parce qu'un chef-d'œuvre, ça ne se fait pas comme ça fait plusieurs années. Hein. Donc il en faut 2. On a doublé. Ah, sauf si on est déjà fils d'artisan. Auquel cas, il n'y a plus qu'un jour d'inspection et il n'y a plus qu'un chef-d'œuvre à fournir au lieu de 2. Évidemment. Donc des mesures protectrices de ce type, vous voyez. Alors, ce qu'on disait, c'est l'importance des activités agricoles, hein, vignes, vergers, céréales, prairies irriguées, vous voyez. Et puis, simplement, mais on le note à peine, hein, fin du siècle, peut-être au moment de la crise de 1792 à 94, parce que là, les gens ont faim. Alors peut-être que c'est là qu'on arrive à adopter le maïs. On n'est pas sûr, hein? On est sûr d'une chose, c'est qu'au Mercurial de Tarbes, le maïs apparaît en 1700. Ça veut dire qu'il y a une vente de maïs, on y reviendra, hein, parce que le maïs est extrêmement important. Les mercuriales, ce sont on les appelle aussi les fourlots, ce sont les listes des marchandises vendues et les prix à chaque marché. Vous voyez? Alors, fourlot ou mercurial, ça s'appelle, hein? Mais le nom de fourlot, c'est peut-être complètement ou à peu près disparu, mais mercurial, ça s'emploie encore. Hein. Et là, donc, c'est à partir de 1700. Il faut dire que le maïs nous vient sans doute des Landes,
de l'Ouest, où des évêques l'ont fait venir et l'ont fait cultiver avant qu'il soit introduit en Bigorre. Alors ça va être extrêmement important pour l'alimentation des Bigourdans. On y reviendra. Bon, activité d'échange, c'est ce qu'on a dit. Et oui, les chevaux et autres animaux de charge, pendant le temps que leurs maîtres sont occupés à vendre leurs grains, parce que le marché a lieu place Saint-Jean à ce moment-là, donc pendant que leurs maîtres sont occupés à vendre leurs grains ou autres marchandises, vont se mettre dans le cimetière, parce que le cimetière il était autour de l'église, comme c'est toujours le cas, sauf quand l'église a déménagé ou que le cimetière a déménagé. Là, c'est le cas pour le cimetière qui a déménagé, et bien sûr, tardivement, on a des archives là-dessus. Donc, dans le cimetière, jusque-là même qu'on les voit journellement entrer dans l'église, y faire des ordures et aller boire dans le bénitier et jusque devant le Saint-Sacrement. Même l'eau bénite. Ça, c'est pas bien. Donc c'est pour ça, bien sûr, que le clergé de Saint-Jean a insisté pour qu'on déménage le marché et qu'il va être transporté à la place du Maubourguet, bien sûr. Et le marché, dit Froidour, ils se débitent ceux qui viennent des montagnes et de la plaine respectivement. Les gens de la campagne viennent prendre des choses que les villes ont accoutumé à leur fournir. Vous voyez, ce qu'on peut dire, c'est il parle des gens de la montagne. Donc il y a une importance un petit peu régionale au marché de Tarbes quand même. Mais là, il doit parler du marché de Quinzaine surtout. Le marché de Quinzaine, vous savez, tous les 15 jours, c'est le grand marché au Mercadieu. Autrement, le marché avait lieu 2 fois par semaine, à Saint-Jean ou au Maubourguet. Donc, au Maubourguet à partir de ce moment-là. Si l'on regarde maintenant les atouts de Tarbes, si on analyse, si vous voulez, sa place comme petite capitale régionale, si vous voulez, eh bien, je reviens sur ceci que je vous avais montré, pour vous montrer qu'autour du sénéchal, alors le sénéchal c'est le représentant du roi, il est à la tête de cette administration royale que l'on trouve et il est choisi généralement parmi les plus vieilles familles de Bigorre, familles nobles, bien sûr. Et donc, vous voyez que sa fonction essentielle, c'est celle de la justice. Et qu'autour du sénéchal, il y a quand même une bonne vingtaine ou une trentaine de personnes. C'est l'embryon de l'administration. À côté de ça, donc l'administration royale, vous avez aussi donc les États de Bigorre qui se réunissent à Tarbes une fois par an, mais ça dure une dizaine de jours. Vous vous rappelez que je vous avais dit, même si ça variait à certains moments, d'ailleurs le sénéchal au début était le président des États. Et puis, au cours du siècle, c'est l'évêque qui a réussi à se faire nommer président des États, à la place du sénéchal. Bien. Alors, les États se réunissent pendant une dizaine de jours, quand même, c'est beaucoup. Surtout qu'ils sont, les représentants des États sont une centaine, à peu près, ou un peu plus.
Donc il faut l'hébergement. Alors les États se réunissent après une procession solennelle à travers toute la ville, évidemment. Tous les corps constitués des États en grande pompe, si vous voulez, hein, avec les costumes afférents à leurs conditions. Alors les attributs de la puissance, on l'a dit, mais il y a aussi au niveau administratif, à partir de 1669, une maîtrise particulière des eaux et forêts, c'est-à-dire un tribunal. Tout ce qui concerne les eaux et forêts, les arbres, qui concerne la pêche et la chasse. Hein. Tout ça, ça dépend de cette maîtrise particulière des eaux et forêts. D'ailleurs, ils ont laissé beaucoup de papiers souvent, c'est-à-dire beaucoup d'archives. Ça continuait au XIXe siècle, bien sûr. Alors, parmi les autres bureaux, vous avez le receveur des tailles, vous avez le trésorier des États, vous avez un bureau des douanes. Pourquoi? Parce qu'on est à proximité de l'étranger. L'étranger, c'est le Béarn, hein? Ni plus ni moins. Au niveau douanier, hein, j'entends. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et puis, vous avez à Tarbes et à Lourdes, d'ailleurs aussi, la présence d'un subdélégué de l'intendant, donc une autre branche administrative. L'intendant est représenté là. C'est lui qui contrôle les États, notamment, sous l'autorité de l'intendant d'Auch, là, hein, maintenant. On a vu que c'était Auch. Alors, Tarbes, capitale religieuse, c'est ce qu'on a dit depuis le Moyen-Âge. Mais cette fonction s'est encore amplifiée, puisque avec l'arrivée des Ursulines, des Capucins et des doctrinaires, vous avez beaucoup plus d'ecclésiastiques à Tarbes. Donc, vous avez aussi les Cordeliers et les Carmes, donc au moins 70 moines au total, et au moins 70. Ce qui fait que quand vous traversez les rues de Tarbes, vous tombez sur un moine par là, hein, forcément. Le clergé séculier, celui qui vit au contact des fidèles, donc, hein, et celui qui vit dans le siècle, est au moins aussi nombreux. Donc vous avez les chanoines de la cathédrale, vous avez les prébendiers, ceux qui touchent un bénéfice d'ordre ecclésiastique, vous avez les séminaristes, et vous avez l'évêque et ses bureaux, si vous voulez. Il y a bien une dizaine ou une douzaine de personnes autour de l'évêque. Hein. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les quartiers périphériques de Tarbes, c'est-à-dire Martiac, Mateloux, la zone Mateloux, ça s'étendait jusqu'à la zone de ce qui s'appelait au XVIIIe siècle la rue Brûlée, c'est-à-dire la rue Sainte-Catherine. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. En plus, ce clergé a une position beaucoup plus enviable qu'au moment des guerres de religion, parce que à Tarbes et en Bigorre, vous avez un grand succès de la contre-réforme catholique, c'est-à-dire la réaction qu'il y a eu de la part du clergé après les guerres de religion. Le fait de construire un séminaire, ça veut dire qu'enfin, on s'occupe de former les prêtres. Donc des prêtres
qui sont mieux formés. Alors, ce qui est la grande mode de l'époque, ce sont les missions. C'est-à-dire, on envoie par exemple 3 moines à Tarbes où ils vont diriger tous les offices religieux pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Hein, et ce sera une mission. Et on vient de très loin écouter les sermons de certains missionnaires qui sont justement extrêmement populaires, si vous voulez. C'est le cas à Tarbes. On a des cas comme ça où la ville est envahie de gens qui viennent écouter les sermons. Les processions sont toujours d'actualité, bien sûr. Hein. Et alors une chose assez extraordinaire, c'est le développement des confréries. Souvent des confréries de métier au départ, hein, qui se rattachent donc à une église particulière. Ça peut être la cathédrale, ça peut être Saint-Jean par exemple. Hein. Et telle profession forme une confrérie, c'est-à-dire, on pourrait dire presque au départ, une société d'entraide du métier. Voilà. Et ça prend souvent cette forme, si vous voulez. Après, ils font des processions, ils ont des bannières, vous savez, comme toujours, là. Hein. Mais au départ, c'est un peu cette fonction d'entraide des gens du métier. Alors, ces confréries deviennent extrêmement nombreuses, évidemment. Certaines sont encore vivantes de nos jours, de ces confréries, mais pas à Tarbes, à ma connaissance, du moins. Et puis, il y a toujours les pèlerinages. Alors, les pèlerinages, pour nous, Tarbais, ils se font surtout à Piétat, à Garaison ou à Bétarame. Attention, parce que vous avez d'autres lieux d'apparition de la Vierge. Par exemple, vous avez à Montoussé, dans la vallée de la Neste, vous avez donc un lieu qui s'appelle Nouillan là-bas, avec une petite chapelle, Notre-Dame de Nouillan. Donc il y a aussi à cette époque-là, il y en a un peu partout, hein, des lieux de culte marial, de culte de Marie. Donc, capitale religieuse, après cette puissance due à l'administration, un peu, si on peut dire. Hein. Et puis, alors, vous avez évidemment Tarbes qui est le pôle de la misère provinciale, bien sûr, parce que les pauvres, quand ils ne peuvent pas subsister, c'est facile pendant l'été peut-être dans certaines régions, mais pas en hiver, hein. Quand ils ne peuvent plus subsister à la campagne, ils viennent à la ville. Ils essaient de décrocher ce qu'on appelle de nos jours un petit boulot, n'importe quoi. Alors, l'hôpital de la Clôture est principalement destiné, suivant les désirs du roi, c'est une politique générale en France, à faire cesser le vagabondage et la mendicité. Et d'autant que les pauvres de la Bigorre sont de vrais feignants, on n'aura aucune complaisance pour leur paresse. Voyez, les pauvres seront vêtus de blanc avec une croix rouge, simplement.
Tu voulais dire quelque chose? Non, mais je me souviens de l'avoir lu, bien sûr. Bien sûr. Regarde, quand même. Oui, oui. D'accord. Donc, les pauvres sont vêtus de blanc avec une croix rouge. On se croirait à un autre temps, au Moyen-Âge, hein, avec une croix rouge sur la poitrine. Les vêtements seront en hiver de laine commune appelée cadie et de serge ou de toile en été. Depuis Pâques jusqu'à la Toussaint, le lever aura lieu à 4 heures. Pas grâce au matin. Et à 5 heures en hiver. On leur laisse 1 heure de plus en hiver quand même. Hein. Un quart d'heure après le lever, la prière en commun. On travaillera toute la journée, hors le temps des repas. Quand la cloche sonnera des heures, on dira un Ave Maria et un acte d'amour de Dieu. Donc, mais je répète, ils sont enfermés, ils sont prisonniers là-dedans. Hein. Et ils ont des journées de travail aussi, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'est même pas question de travailler uniquement la journée. Hein. Apparemment, ils doivent travailler à la chandelle. Là, hein. Alors la misère bigourdane donc se rassemble en grande partie à Tarbes, enfin dans les villes, parce que Vic aussi en a beaucoup. Donc vous avez les enfants abandonnés, plus ou moins nombreux à certaines périodes. Alors on les laissait par exemple sur le parvis de la cathédrale ou de Saint-Jean ou ailleurs. Des mendiants, des vagabonds, Jean-François Soulet, pour ne pas le citer, cite des Espagnols surtout, dont un vient d'Andalousie quand même. Hein. Donc il ne faut pas imaginer qu'il n'y a aucun voyageur, hein, même venant de loin, ça arrive. Des pèlerins de passage, et puis quelquefois des journaliers ou de petits artisans tarbés, journaliers, ceux qui s'embauchent à la journée, hein, bien sûr. Hein. Alors, charité, secours souvent insuffisant par les consuls, dons, remise d'impôts, dons des nantis, vous voyez, ces dons sont toujours insuffisants de toute façon. Et puis, à la fin du siècle, vous avez des efforts particuliers qui sont faits sous l'égide de la société fondée par Saint-Vincent de Paul. Et vous avez une rue à Tarbes qui porte son nom, vous le savez, parce que il a été ordonné prêtre à Tarbes. C'est tout, hein. Il n'est pas d'ici, mais il a été ordonné prêtre à Tarbes. Donc, des méthodes répressives à l'égard des pauvres. De toute façon, si ce sont des pauvres étrangers, on leur fait une aumône et on leur dit dehors. Mais surtout, voyez, cette notion, il faut qu'ils se régénèrent moralement et religieusement. C'est-à-dire que la pauvreté, c'est une tare, une espèce de tare morale. D'ailleurs, vous avez vu l'autre qui parlait de feignant tout à l'heure, l'autre texte. Hein. Alors, c'est une mauvaise solution pour régler la misère. D'ailleurs, partout en France, hein, partout où on a essayé, ça n'a pas bien marché. Hein. Il y a quand même, en plus, où il y avait quand même 2 hôpitaux à Tarbes. Vous avez l'hôpital Saint-Jacques qui a disparu, le premier.
Ils n'étaient pas loin l'un de l'autre. Hein. On pense que l'hôpital Saint-Jacques, il était près de la rue de la place Saint-Blaise. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. Pas très loin de la route de Pau, en face de la rue Lorda, par là. Et l'hôpital Saint-Blaise, lui, on pense qu'il était au niveau du collège. Parce que le collège s'est agrandi petit à petit, ils ont acheté une maison, puis une autre, etc. Et cet hôpital Saint-Blaise, malheureusement, il n'a jamais assez d'argent, il est toujours à court de bois, à court d'eau, à court de médicaments, tout ce que vous voulez. Donc l'hôpital Saint-Blaise peut recevoir des enfants trouvés, il faut bien en faire quelque chose, accueillir les mendiants de passage, et puis soigner les malades. Mais ce sont les malades pauvres qui viennent à l'hôpital. Et quand ils viennent à l'hôpital, c'est pour y mourir. Donc l'hôpital est un mouroir, à cette époque-là encore. D'ailleurs, vous avez à peine 2 ou 3 médecins à Tarbes, et ils sont mal payés, et par conséquent, ils refusent de soigner les pauvres qui n'ont pas les moyens de payer. Donc là c'est plutôt, mais c'est conforme à ce qu'on trouve ailleurs en France, hein. Sauf peut-être dans certaines villes particulières où il y a davantage de médecins, mais là, et davantage d'argent pour les payer aussi, hein. Alors, si on a peut-être le temps de jeter un coup d'œil juste à l'enseignement féminin par les Ursulines. Parce que lors de sa visite dans ce couvent des Ursulines en juin 1697, l'évêque de Poudin voulut savoir comment les religieuses occupent les écolières qui fréquentent leurs écoles. Il lui fut répondu qu'on leur apprend à lire. Accessoirement, on les forme, c'est moi qui l'ajoute, on les forme aux ouvrages de couture et autres qui conviennent aux personnes du sexe. Ça, évidemment, il faudra attendre les écoles normales du 19e siècle pour avoir autre chose. D'ailleurs, la première école normale de filles a été installée chez les sœurs à Bagnères, et c'était exactement ce programme. Sauf que, comme les pauvres enfermés, le réveil c'était à 4 heures, et puis toute la journée entrecoupée d'actes religieux, des prières, des... Le dimanche aussi, c'était pareil ou... Ça devait être pire. Je pense pas quand même, le dimanche ça devait être un peu le repos, donc ça devait être peut-être une heure plus tard le lever ou des choses comme ça. Cet enseignement, pour le moins sommaire sur le plan scientifique, devait soulever certaines critiques. Je crois, écrit le marquis de Franlieu, le marquis de Franlieu, vous savez, c'est Lascazère. Franlieu, enfin, le marquis de Franlieu vivait au château de Lascazère. Et il a laissé des mémoires très intéressantes sur la vie au XVIIIe siècle. C'est lui qui raconte qu'il a failli perdre la vie à Pau quand il a été saigné. Il a été saigné par un barbier et il a failli perdre le bras et perdre la vie peut-être. Vous voyez, par exemple. Donc, je crois, écrit le marquis de Franlieu à l'adresse des Ursulines tarbaises, que mes filles sont mieux auprès de leur mère et de moi que dans les couvents des environs, d'où j'ai vu sortir des demoiselles qui n'y avaient appris que les grands airs du monde. Donc, l'enseignement féminin, il faut... Mais cet enseignement de la couture, il a perduré. Moi, tout à fait. Parce que moi, j'ai eu... Tout à fait. On voulait en faire de bonnes ménagères. Hein. J'étais au collège et j'avais des cours de couture et de cuisine. Oui. En sixième, il faut voir ce que ça a donné aussi après. Ça a donné de bonnes ménagères, effectivement. Donc ça a duré. Oui, ça a duré.
Bon, ça je vous le passerai la prochaine fois. Alors la prochaine fois, Ça sera au mois de mai. voilà, c'est le 15 mai, ce sera la dernière de l'année. Mais on continuera l'année prochaine. Voilà, il restera l'année prochaine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.